vous me dites si vous voyez. OK? Oui, Alors, est-ce que vous voyez l'écran? ça va. Est-ce que c'est bon? Très bien. Vous voyez la grande diapo? Introduction en Algérie, vaccination recommandée, etc. Très bien. Donc, en Algérie, il faut savoir que quand on parle des vaccinations obligatoires et recommandées, on axe essentiellement sur les vaccinations obligatoires. Et là, en Algérie, le médecin du travail est concerné par 3 vaccinations. Bien sûr, quand on dit obligatoire, c'est-à-dire il y a des textes réglementaires. D'accord? Donc, c'est la vaccination contre l'hépatite virale B, c'est la vaccination anti-diphtérique, anti-tétanique adulte et la vaccination anti-polio orale. D'accord? Maintenant, nous allons voir chacune de ces 3 vaccinations, mais il est très important que le médecin du travail veille. Je dis bien, il ne peut pas en fait obliger, il n'a pas un pouvoir pour aller obliger chaque travailleur, mais il doit veiller à l'application de ces vaccinations obligatoires et recommandées, bien sûr, surtout quand il y a un risque particulier. D'ailleurs, actuellement, nous connaissons cette épidémie, cette nouvelle maladie qui a frappé le monde entier. Et d'ailleurs, j'ai introduit la vaccination anti-Covid. Maintenant, elle n'est pas obligatoire, elle est recommandée, mais vous avez vu, docteur Chebinet et certainement docteur Tigercha, tous les efforts et la responsabilité qui a été donnée pour les services de médecine du travail pour vacciner le maximum de travailleurs. Donc là, la mise en place d'un programme de vaccination est indispensable. Je commence par la vaccination contre l'hépatite virale B. Vous savez très très bien que l'hépatite virale B, c'est une maladie qui est considérée comme parmi les plus importantes dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui est fréquente. À cause de son évolution possible vers la chronicité, on l'a vu dans le cours, et donc elle peut, qui dit hépatite chronique, dit cirrhose hépatique et dit carcinome hépatocellulaire. Donc, c'est une maladie qui est fréquente, qui évolue vers la chronicité et qui peut se compliquer. Le virus B, il est classé dans le groupe 3 des agents biologiques selon la communauté européenne et la classification faite. Pourquoi? Il est classé dans le groupe 3. Le groupe 3, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un agent biologique qui peut provoquer une maladie grave. C'est le cas chez l'homme. La propagation possible dans la collectivité, on retrouve une notion de risque de contamination d'un travailleur, d'un employé vers un autre et d'un patient vers le soignant et du soignant vers un autre soignant. Donc, elle risque de se propager dans la collectivité. Et évidemment, il y a un vaccin qui existe, un traitement prophylactique, c'est la vaccination contre l'hépatite virale B, en plus du traitement efficace qui est le traitement antiviral. Donc, pour les vaccinations, c'est vrai que, d'ailleurs, les années 90, il n'y avait pas, c'était pas l'Angérix B, il y avait l'Evac B, le Genevac B, donc il y a plusieurs types de vaccins. C'est comme la Covid, vous avez le Sputnik, vous avez l'AstraZeneca, vous avez le Sinovac, vous avez... Donc, il y a un certain nombre de variétés à travers les recombinaisons génétiques qui sont réalisées, mais il faut savoir que quel que soit le type du vaccin, ils sont tous efficaces. Comme vous le constatez, je l'ai mis en gras, ils ont toutes la même efficacité qui est évaluée à 95%. On ne peut en aucun cas dire qu'un vaccin est efficace à 100%. D'ailleurs, regardez, toujours il y a des études, toujours il y a des avancées, et au fait, pourquoi que 95%? En effet, il y a 5 à 6% de travailleurs. Je dis travailleurs parce qu'on est en train de parler de la vaccination en milieu professionnel. Donc, il y a près de 6%, 5 à 6% des travailleurs qui ne répondent pas à la vaccination. Et là, bien sûr, il y a un certain nombre de facteurs qui interviennent. Parmi, il y a l'âge. Vous savez très très bien que le sujet jeune répond mieux à la vaccination qu'un sujet âgé. Vous avez le poids, un sujet qui a, bien sûr... Pardon, professeur, la diapo est figée sur la première diapositive. Ah, troisième, je Ah pense. bon? Attendez, Au ici? troisième, oui. Alors, attendez, Oui, et comme ça? Et comme ça?
Toujours, on est toujours bloqué avec la troisième. Ah bon? Attendez, je vais mettre comme ça. Et comme ça, vous voyez? Oui. Et bien alors, je laisse comme ça. Celle-là, vous l'avez vue. Et celle-là? Deux. On a vu que la Oui, c'est bon. troisième. Bon. Et celle-là, c'est bon. Donc, j'étais ici. Je disais qu'il y a plusieurs variétés et tous ces vaccins ont la même efficacité, mais 5 à 6% des travailleurs vaccinés ne répondent pas à la vaccination, c'est-à-dire ils ne présentent pas, ils ne développent pas leurs anticorps. Bien sûr, on parle des anticorps anti HBS. HBS, Anti-HBS. les anticorps anti-HBS. La vaccination contre l'hépatite virale B, on dit que le sujet est immunisé lorsqu'il développe ces anticorps anti-HBS. Maintenant, il est très important de savoir que l'OMS considère le vaccin contre l'hépatite virale B comme étant le premier vaccin préventif d'un cancer chez l'homme. Et maintenant, il y a aussi le vaccin contre le papillomavirus qu'on utilise contre le cancer du col. Mais au milieu professionnel, de toute façon, bien avant, c'est le vaccin contre l'hépatite virale B qui est considéré comme étant le premier vaccin contre un cancer. Bien sûr, on parle du cancer du foie. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Oui. C'est bon? Pas de questions? N'hésitez pas à m'arrêter. Hein? N'hésitez pas à m'arrêter, à poser vos questions. La vaccination contre l'hépatite virale B, j'ai dit, c'est une vaccination qui est obligatoire. Elle a été rendue obligatoire par l'arrêté du 25 avril de l'an 2000. C'est très important de retenir cette date et cet arrêté. Donc, elle a été rendue obligatoire avant le 25 avril 2000, avant l'apparition de cet arrêté. La vaccination contre l'hépatite virale B était seulement recommandée. Mais depuis l'an 2000, elle a été rendue obligatoire. Obligatoire pour qui? Pour toute personne exerçant une activité professionnelle et pour toute personne bénéficiant d'une formation, soit dans un établissement ou organisme public ou privé, soit dans un établissement de soins ou de prévention. J'explique. Donc, quand on dit une personne qui exerce une activité professionnelle, par exemple, moi, je suis médecin du travail au Centre Pierre et Marie Curie. J'exerce une activité professionnelle dans un établissement public. D'accord? Vous êtes des résidents, vous bénéficiez d'une formation, vous êtes en plein cursus de résidanat dans un établissement public, un au CPMC, l'autre à Mustapha, vous êtes concerné par cette obligation vaccinale. Maintenant, bien sûr, de soins ou de prévention. Nous, on est dans un établissement de prévention. D'accord? Dans un établissement de prévention, de soins et de prévention. Maintenant, il y a également, par exemple, les élèves des écoles paramédicales. D'ailleurs, les externes, vous savez, je ne sais pas si vous avez été intéressé aussi par cette question. Quand je fais le TD, parce que c'est un TD aussi qu'on enseigne aux étudiants, certainement quand vous étiez externe, vous avez bénéficié de ce TD, eh bien, ils posent la question, Madame Hill, on doit se faire vacciner? Bien sûr que oui, parce que ce sont des personnes qui bénéficient d'une formation dans un établissement de soins, qu'il soit public ou privé. Là, chez nous, c'est public, mais par exemple, toutes les personnes qui travaillent dans les cliniques privées sont concernées par cette obligation vaccinale. Donc, c'est toutes les personnes qui sont en contact direct ou en contact indirect avec les patients, le sang et les liquides biologiques. Quand on dit ça, donc le contact direct avec les patients, le sang et les liquides biologiques, là, vous comprenez, les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les laborantins. Donc, c'est les personnes, au fait, qui exercent au sein des établissements de soins, publics ou privés, qui assurent des soins, qui traitent, qui soignent, qui examinent. Maintenant, nous avons une autre catégorie de travailleurs. Cette catégorie, elle est indirectement exposée, mais elle est aussi concernée par cette obligation vaccinale. C'est toutes les personnes, par exemple, les techniciennes de surface, les femmes de ménage. Elles ne sont pas en contact direct avec le patient et le sang et les liquides biologiques, mais
elles peuvent nettoyer, elles peuvent se piquer avec une aiguille, elles peuvent, d'accord? Donc, elles sont indirectement exposées. Vous avez les personnes qui travaillent, on a mis linge, qui travaillent dans les buanderies. La buanderie, c'est le lieu où se fait le lavage du linge sale à l'hôpital. Donc, toutes ces personnes qui travaillent au sein de la buanderie sont concernées par l'obligation vaccinale. Vous avez, par exemple, ceux qui s'occupent également de l'entretien des dispositifs médicaux. Donc, toutes ces personnes-là, qu'elles soient retenues, que les personnes concernées par l'obligation vaccinale, c'est les personnes soit qui exercent une activité professionnelle, soit qui bénéficient d'une formation, soit qu'elles soient dans le privé ou dans le public, c'est la même chose, et qu'il s'agisse d'activités de soins ou de prévention. Maintenant, parmi, donc je suis en train de répéter, il peut s'agir de personnes qui sont directement exposées, donc elles sont en contact direct avec les patients, le sang et les liquides biologiques, soit c'est des personnes qui sont indirectement exposées, et je vous ai expliqué. Est-ce que c'est bon jusque-là? Oui. Oui. Parfait. Bien. Maintenant, d'ailleurs, regardez tous les établissements et les structures sanitaires et sociaux qui sont concernés. Bien sûr, je ne vous demande pas de retenir ça, mais c'est bien de connaître. C'est les établissements publics de santé, donc les CHU, les établissements hospitaliers spécialisés comme nous, le CPMC, et les secteurs sanitaires, SS. Vous avez les structures sanitaires parapubliques. Tous les CMT, par exemple, comme la Sonel-Gascom, ils ont des centres de médecine du travail, ils ont des centres médico-sociaux. Vous avez l'Agence nationale de sang, les centres et les postes de transfusion sanguine, les structures d'hémodialyse. Vous avez vu, d'ailleurs, la CNAS, elle a signé des conventions avec plusieurs cliniques privées. Donc, c'est des structures d'hémodialyse. Les services d'aide médicale d'urgence, le SAMU, les unités de dépistage et de suivi en santé scolaire et unités de médecine préventive universitaire. Vous avez l'hygiène scolaire, assurée par des médecins, par tout un personnel. Vous avez l'Institut Pasteur d'Algérie. Vous avez des structures sanitaires privées, toutes comme elles sont, qu'il s'agisse de cliniques, qu'il s'agisse de cabinets de chirurgie dentaire, de cabinets de médecins ou de laboratoires et autres. Les laboratoires d'analyse de biologie médicale, donc privés ou publics. Vous avez les structures sanitaires des établissements de rééducation, les établissements et les services chargés des handicapés, les établissements d'hébergement pour personnes âgées, les établissements d'accueil pour femmes victimes de violences et en situation de détresse. Vous avez les établissements et services sociaux concourant à la protection de l'enfant, les établissements de garde d'enfants d'âge préscolaire, les crèches, les établissements de formation médicale et paramédicale, puisque vous avez toutes les écoles paramédicales, les bureaux d'hygiène communale, les services et transports sanitaires publics et privés. Donc, vous avez vu toutes ces structures-là, parmi, donc il y a des établissements où le personnel, les travailleurs sont directement exposés aux patients, au sang et aux liquides biologiques, et d'autres établissements et structures, les travailleurs sont indirectement exposés. C'est bon jusque-là? Oui. C'est bon? Oui, ça va. D'accord. Maintenant, pour le schéma vaccinal. Alors, avant, c'est vrai que les deux schémas sont valables. Ils sont d'efficacité égale. Sauf que vous voyez que le deuxième, le nouveau, le tout récent, il est plus économique. Il a une meilleure faisabilité, il est plus économique. Il est plus économique parce qu'on n'utilise que 3 doses, alors que dans le premier, on utilise 5 doses. Et puis regardez, vous avez vu le personnel qui travaille dans les structures de santé, par exemple les chirurgiens, les internes, il fait un stage à Cuba, un stage à Mustapha, un stage à Binemsous, un stage. Donc, déjà, c'est plus facile parce qu'en termes de délai, il est plus facile pour nous qui vaccinons et pour les concernés de se présenter à la structure où ils ont commencé leur vaccination. L'ancien schéma, c'est 3 doses à 1 mois d'intervalle. Donc, à J0, la première dose. 1 mois après, c'est la deuxième dose. Et 2 mois après, c'est-à-dire donc 2 mois après la première. Et c'est 1 mois après la deuxième. Donc, si je dois synthétiser, c'est 3 doses à 1 mois d'intervalle. Entre chaque dose, il y a 1 mois. Est-ce que c'est clair?
0, 1, 2. C'est-à-dire, J0 la première dose, un mois après la première dose, c'est la deuxième dose, et un mois après la deuxième dose, c'est-à-dire 2 mois après la première dose, c'est la troisième dose. C'est clair? Oui. Vous avez la quatrième dose un an après la première dose, c'est-à-dire que là, on se réfère toujours à la première dose. C'est pour ça qu'on a mis 0, 1, 2. 2 mois après la première dose. D'accord? Et 12 mois après la première dose. Donc, c'est un an après la première dose. C'est la quatrième dose. Et le rappel, 5 ans après. J'ai mis R, c'est rappel. OK? Donc, au total, il y a combien de doses? Au total, 4 doses plus les rappels chaque 5 ans. Là, je rappelle chaque 5 ans. Un rappel 5 ans après. C'est tout. Un seul. Rappel 5 ans. Ce n'est pas un seul rappel. On fait un rappel 5 ans après. D'accord? Donc là, je suis bénie. C'est 3 doses à 1 mois d'intervalle chacune. La quatrième dose, 1 an après la première dose. Et le rappel 5 ans après la première dose. OK? D'accord. Voilà. Maintenant, donc vous voyez qu'il est un petit peu lourd, n'est-ce pas? Et il y a eu le nouveau. Quand on dit nouveau, il remonte quand même à plusieurs années, hein, pratiquement 15 ans, hein, si ce n'est plus. Donc, le nouveau schéma, j'ai mis nouveau parce que c'est l'ancien, il y a l'ancien et le nouveau. Donc, c'est 3 doses réparties comme suit. On l'appelle le schéma 0, 1, 6, c'est-à-dire la première dose toujours à J0. On administre la deuxième dose et 5 mois après la deuxième dose, c'est-à-dire au 6e mois, est-ce que vous comprenez? Oui. 5 mois après la deuxième dose, c'est-à-dire au 6e mois, on administre la troisième dose. OK? Donc, on l'appelle le schéma 0, 1, 6. Docteur Choubini, vous avez participé à la vaccination contre l'hépatite virale B. Donc, vous avez vacciné, n'est-ce pas, avec le docteur Mouchta? C'était plus une campagne et une enquête. C'est Très parce bien. que C'est une campagne. deux. C'est moi qui vous ai demandé. Voilà. Vous avez vacciné les travailleurs qui n'ont jamais été vaccinés, n'est-ce pas? Et la réponse n'était pas vraiment favorable. Oui, mais vous avez quand même commencé. Vous avez eu Oui. la volonté de commencer. Oui. C'est pas la réponse parce que juste après, vous savez, juste après, il y a eu la deuxième, la vague, et puis il y a eu l'arrivage car le vaccin en grande quantité. Oui. Vous vous rappelez, la vaccination contre la Covid au début, il fallait être pistonné pour avoir une dose. Oui. Mais maintenant, il y en a abondamment. Donc, on était préoccupés. Et puis, on disait qu'on ne pouvait pas faire 2 vaccinations en même temps. Et la priorité était pour la Covid. En moins 15 jours. Maintenant, évidemment, concernant les rappels pour le nouveau schéma, comme tu l'as pu le dire, la réglementation algérienne n'aborde pas du tout les rappels. Elle dit que c'est à la décision du médecin du travail, mais lorsque, là je vous le donne pour vous, pour votre pratique, lorsque la primo-vaccination a été effectuée avant l'âge de 25 ans, je vous ai dit que l'âge est un élément déterminant dans la réponse immunitaire. Bien sûr, quand on est jeune, on est frais. Tous les organes fonctionnent bien, y compris le système immunitaire. Donc, quand on est jeune, on répond mieux à la vaccination. Maintenant, le rappel, lorsque la primo-infection est faite avant l'âge de 25 ans, c'est pas la peine. Et nous avons, par contre, les personnes qui ont été vaccinées après l'âge de 25 ans. Donc, il faut tenir compte que la vaccination a été faite après l'âge de 25 ans, d'une part, et d'autre part, lorsqu'il s'agit des travailleurs qui sont affectés à des postes à haut risque. C'est quoi un poste à haut risque d'exposition? Est-ce que vous pouvez me citer un exemple? Personnel médical, par exemple. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans des services d'hémodialyse. Par exemple, quelqu'un qui s'occupe des prélèvements sanguins. Par exemple, quelqu'un qui fait des cathés. Par exemple, quelqu'un qui fait des gestes invasifs, un chirurgien. Par exemple, une sage-femme. C'est quand il y a la pénétration des mains dans une cavité. Ça, c'est un geste à haut risque.
C'est un geste invasif, c'est un geste à haut risque. Vous avez du chirurgien dentiste parce qu'il travaille dans une cavité où il fait rentrer ses doigts et tout, il n'a pas assez d'espace et il y a souvent du sang. D'accord? Donc, quand c'est ces deux paramètres, il faut tenir compte. Donc, il y a la primo-vaccination au-delà de 25 ans et quand il s'agit des gestes à haut risque, dans des services à haut risque. À ce moment-là, vous savez, moi, au plan pratique, ce que je fais le dosage des anticorps anti-HBS 6 mois après ou 1 an après. Si je vois que le taux est très faible, je rajoute une dose pour renforcer et stimuler également la sécrétion intense des anticorps anti-HBS. D'accord? C'est-à-dire, je renforce l'immunité. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. Parfait. Maintenant, je vous avais dit qu'il y a 5 à 6% des travailleurs qui ne répondent pas à la vaccination. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des facteurs qui interviennent dans la réponse immunitaire. Je vous ai dit l'âge, quand c'est supérieur à 40 ans, quand il y a déjà une infection HIV, quand le sujet est déjà hémodialysé, lorsqu'il est consommateur du tabac, lorsque le schéma de vaccination n'a pas été respecté, surtout les 2 premières doses, il est impératif de respecter le délai d'1 mois. C'est très, très, très important, pas que pour le vaccin contre l'hépatite B, mais pour toutes les vaccinations. Et lorsque l'injection n'a pas été faite en intramusculaire au niveau du deltoïde. Beaucoup pensent, parce qu'on dit en intramusculaire, ils pensent au muscle fessier. Or, la vaccination ne doit jamais être faite au niveau du muscle fessier. On administre le vaccin au niveau du muscle deltoïde. Parce qu'au niveau des fesses, il y a beaucoup de graisse. Donc, il y a une mauvaise absorption. D'accord? Alors qu'au niveau du deltoïde, c'est directement dans le muscle. Maintenant, la vigilance virologique s'impose. Bien sûr, vous avez vu, pour tout vaccin, on parle des effets secondaires. Effectivement, on peut avoir des effets, on dit complications locales, c'est-à-dire une rougeur, un érythème, une douleur au point d'injection, comme c'est le cas pour tous les vaccins, quel que soit leur type, mais on peut avoir des effets secondaires généraux, des maux de tête, un malaise, des nausées, des douleurs articulaires, tout ça, c'est pas grave. Sauf que il y a des complications neurologiques de la vaccination. D'ailleurs, vous savez, moi, je n'ai pas compris, mais en fait, je me suis dit pour le vaccin anti-Covid, on n'a pas parlé des complications neurologiques, on les a mises avec toutes les autres complications cardiaques, les myocardites, mais au fait, les complications neurologiques, c'est surtout les atteintes démyélinisantes centrales et démyélinisantes périphériques. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a une prédisposition individuelle à faire une sclérose en plaques, une myélite, un Guillain-Barré ou autre. C'est-à-dire que c'est des maladies immunitaires du système aussi, où le sujet, il est prédisposé entre guillemets. Et quand vous administrez le vaccin, vous réveillez cette maladie. Vous la réveillez. Vous provoquez son apparition. D'ailleurs, c'est ce qui a été à l'origine de la crainte du vaccin contre l'hépatite B par rapport à la sclérose en plaques, la SEP. On a incriminé ce vaccin dans la genèse de cette maladie. Et évidemment, vous le savez très très bien, seules les études épidémiologiques peuvent confirmer ou infirmer un fait. D'ailleurs, regardez, le vaccin contre la Covid, on est encore craintif jusqu'au jour d'aujourd'hui. Chaque jour, il y a des modifications, chaque jour, il y a des contradictions et ainsi de suite, parce qu'il n'y a pas assez de recul. Vous savez, quand on dit une étude épidémiologique, mais chez un effectif de 500 ou 2000, la population doit être très importante, d'une part, et il y a le délai, le temps. Généralement, c'est sur plusieurs années, 10 ans. Vraiment, ça s'étale, l'étude s'étale dans le temps et pour pouvoir vraiment tirer des conclusions qui sont fiables et qui sont justes. Donc, au début d'apparition de quelques cas de SEP, je crois qu'il y avait 2 cas qui sont apparus suite à la vaccination et on avait incriminé le vaccin.
Et après, plusieurs années après, le Centre international de pharmacovigilance avait donc abouti aux conclusions suivantes que ce n'est pas le vaccin contre l'hépatite B qu'il faut incriminer, mais c'est ces personnes-là qui sont prédisposées à développer ces maladies. C'est la raison pour laquelle la prudence s'impose. Un acte vaccinal, on ne cesse de le répéter, est un acte médical. Un acte vaccinal est un acte médical, c'est-à-dire que la personne qui doit se faire vacciner doit se rapprocher d'un médecin. Il doit faire l'interrogatoire. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons pour la vaccination anti-Covid. Nous le faisons tout le temps face à tout patient, à tout travailleur, qui vient se faire vacciner. Et on doit faire un interrogatoire minutieux, surtout s'attarder sur les antécédents personnels et familiaux. Voir dans l'entourage, si quelqu'un vous dit « mon frère a fait une Guillain-Barré » ou « ma mère », bien sûr, c'est une contre-indication à la vaccination. À toute vaccination, pas que l'hépatite B ou autre. Est-ce clair? Oui. C'est bon? Oui. Docteur Tigercha? Oui. Parfait. Donc, maintenant, en 2001, il y a eu une instruction ministérielle qui porte le plan national de surveillance des manifestations post-vaccinales indésirables. Cette instruction, elle reste valable, c'est-à-dire dès qu'il y a un effet secondaire, dès qu'il y a une manifestation pathologique, un symptôme, il faut signaler. Et comment signaler? Bien sûr, c'est sur le registre. Retenir que la vaccination contre l'hépatite virale B est considérée comme le premier vaccin disponible contre un cancer. Je le dis, maintenant je le répète, c'est-à-dire que si je dois peser le pour et le contre, les bienfaits de la vaccination contre l'hépatite B sont très intéressants, sont très importants, donc il faut quand même opter pour cette vaccination. Maintenant, elle était recommandée, elle a été rendue obligatoire. Nous avons constaté dans toutes les structures de soins que ce n'est pas la totalité des travailleurs qui sont vaccinés. Certains, ils refusent carrément cette vaccination. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, certains travailleurs ont peur, ils ont peur de ce vaccin par rapport à la sclérose en plaques. D'ailleurs, la question qui a été posée en 2000, juste après l'obligation, ils ont dit « Et pour les personnes qui refusent de se faire vacciner, que doit-on faire ?» Donc, il y a eu l'apparition de cette instruction, la numéro 14 du 10 septembre 2002. Elle est relative à l'obligation de la vaccination, mais l'obligation vaccinale, elle est apparue par un arrêté du 25 avril de l'an 2000. Celle-ci, elle est adressée à l'employeur, c'est-à-dire que d'une part, elle stipule cette instruction que la vaccination est à la charge des établissements employeurs ou de formation concernés, c'est-à-dire que le CPMC est tenu de vacciner tous les travailleurs qui sont là-bas et toutes les personnes qui bénéficient d'une formation. D'accord? Donc, c'est l'obligation de l'employeur et le chef d'établissement, c'est-à-dire le directeur de l'hôpital, il est tenu de mettre à disposition les moyens nécessaires. Le coût est à sa charge, il a la responsabilité de s'assurer du respect de cette obligation vaccinale. J'explique. C'est-à-dire les moyens nécessaires, y compris le vaccin. C'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait une rupture de stock. Maintenant, nous, au CPMC, par exemple, on fait les prévisions pour l'année prochaine. Et là, on ne peut pas se permettre d'administrer une dose et quand la personne revient, on va lui dire il n'y a pas. On doit s'approvisionner d'une façon régulière. Et là, c'est une question de budget. C'est-à-dire que le chef d'établissement doit consacrer un budget annuellement pour ce vaccin, afin qu'il soit disponible à tout moment pour les travailleurs qui désirent se faire vacciner. D'une part, donc le coût est à sa charge. C'est une enveloppe, donc l'argent, c'est lui qui paye. C'est pas le travailleur qui va payer son vaccin. Et en plus de ça, il a la responsabilité de s'assurer du respect de cette obligation vaccinale. Hélas, pour ce troisième, de toute façon pour tout, des fois, vous partez en disant on n'a pas encore reçu, il y a rupture, il est périmé, on n'a pas encore été servi, et ainsi de suite. Mais l'obligation vaccinale, ils n'ont jamais été
jusqu'à assumer cette prérogative qui leur est donnée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travailleurs qui ne sont pas vaccinés et qui continuent à exercer bien qu'ils ne soient pas vaccinés, alors que cette instruction, elle lui donne le feu vert pour qu'il procède à la sanction. Je vous lis. Les directeurs des établissements publics ou privés de soins, de prévention ou de réhabilitation doivent veiller à ce que l'ensemble des personnels assujettis à l'obligation de la vaccination contre l'hépatite virale B soient valablement immunisés, c'est-à-dire au minimum, on dit minimum parce qu'on l'a dit, les rappels, ça se discute, minimum 3 doses vaccinales par travailleur. Il doit les lui assurer. Par ailleurs, le personnel refusant la vaccination pour quelque autre motif devront faire l'objet de sanctions administratives et ne pas être autorisés à exercer de fonctions en contact avec les patients, avec le sang et autres produits biologiques, soit directement, soit indirectement. Vous voyez, la réglementation, ce qu'elle dit, mais sur le terrain, c'est différent. Vous voyez, vous, un directeur de l'hôpital, aller vers un professeur chef de service qui n'est pas vacciné, comme je t'interdis de travailler. C'est de l'utopie. D'accord? Et demain, quand il aura besoin de ses services pour lui confier un parent, donc tout tourne autour de là. Nous sommes en médecine du travail, mais je me suis permise de parler des nouveau-nés. Vous savez très très bien que la vaccination contre l'hépatite virale B a été introduite dans le programme élargi de la vaccination à la naissance. Vous le savez, Dr Tigersha, Dr Choubini, est-ce que vous savez que la vaccination, très bien, contre l'hépatite B, depuis 2002. Très bien. Le 1er janvier de l'an 2002, le premier nouveau-né a été vacciné suite à sa naissance à l'hôpital Parnay. OK. Il est actuellement reconnu, pourquoi donc? Il est actuellement reconnu que la vaccination de l'enfant constitue le meilleur moyen pour réduire la transmission du VHB et aboutir à l'éradication de l'hépatite B. On veut éradiquer cette maladie. Et pour l'éradiquer, bien sûr, quand on vaccine à un certain âge, vous savez, il y a la transmission verticale de mère à enfant. Si la maman était porteuse et qu'elle a contaminé son nouveau-né, évidemment, lui, il va grandir, il va être malade, il va contaminer. Donc, il y a la chaîne de transmission. Mais quand on commence à la base de la pyramide, bien sûr, là, c'est le traitement efficace pour éradiquer la maladie. D'accord? Donc, la vaccination systématique du nouveau-né permettrait, d'ici quelques années, de réduire le nombre de porteurs chroniques et de réduire ainsi le nombre de cancers du foie et d'éradiquer l'hépatite B. Je vais vous dire, c'est pas qu'en Algérie qu'on n'a pas vacciné l'ensemble, même en France, au jour d'aujourd'hui, ils continuent à déclarer les hépatites virales B comme maladie professionnelle. C'est une raison et c'est une explication qu'il n'y a pas le respect de la vaccination par tous. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. D'accord. Donc, on l'a dit, la vaccination a été introduite par une instruction le 3 décembre 2002. Donc, sont concernés par la vaccination tous les enfants nés à partir du 1er janvier 2003. Voilà. Voilà, vous voyez donc qu'il y a la vaccination contre l'hépatite virale B à la naissance. La première dose, un mois après, c'est la deuxième dose. Et au 5e mois, vous avez la 3e dose. OK? Je les ai soulignés. Voilà. C'est bon pour l'hépatite virale B? Pas de questions? Oui. Vous n'avez pas de questions? Non. Docteur Choubini? Non. Non. Donc, vous allez pouvoir répondre aux questions sur la vaccination contre l'hépatite virale B. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez tout compris? OK. Maintenant, la vaccination antidiphtérique adulte polio. Alors, sachez que j'ai mis vaccination antidiphtérique antitétanique adulte et j'ai mis au-dessous polio. Mais au fait, l'instruction, elle englobe les deux. D'accord? Il n'y a pas un texte pour DT adulte et un texte pour la polio. C'est le même texte, c'est la même instruction, numéro 61 du 25 janvier 2000, qui est relative à la vaccination au milieu de travail.
Donc, celle-ci, il y a aussi l'instruction, je l'ai reportée, la 932 du 10 août 2002, dont l'objet, c'est le remplacement de la vaccination antitétanique par la vaccination antidiphtérique antitétanique. Pourquoi? D'ailleurs, actuellement, on ne peut pas trouver le vaccin antitétanique seul. Il n'est plus produit, il n'est plus disponible. C'est la combinaison des deux, l'antidiphtérique et l'antitétanique. Parce que, bien sûr, l'instruction parle des deux vaccinations. C'est un vaccin combiné et vous ne pouvez pas, parce qu'on pense à la femme enceinte, il faut lui administrer que l'antitétanique. Or, il n'est pas disponible, c'est l'antidiphtérique, l'antitétanique. Et pour la poliomyélite, bien sûr, l'objectif, pourquoi il y a eu la vaccination anti-polio qui a été introduite, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de cas de polio, donc il y a eu l'introduction également de la vaccination anti-polio. Mais, je le dis maintenant, ça ne fait rien, la vaccination anti-polio, elle ne concerne que les stagiaires ou les apprentis ou les travailleurs, entre guillemets, qui sont âgés entre 16 et 18 ans. Au-delà de 18 ans, la vaccination anti-polio n'est pas faite. D'accord? Donc, c'est entre 16 et 18 ans seulement. Je commence par la vaccination antidiphtérique antitétanique adulte, donc le DT adulte. C'est une anatoxine. Le flacon, c'est un flacon de 20 doses, souvent, d'accord? Il n'y a pas l'unidose. Et la vaccination, elle se fait, bien sûr, l'administration se fait par voie sous-cutanée ou bien en intramusculaire. Soit au niveau de la face extérieure du bras ou bien carrément en intramusculaire. On peut la faire au niveau du muscle deltoïde. La conservation, c'est entre 4 degrés et 8 degrés, c'est-à-dire la partie basse du réfrigérateur. Maintenant, la population ciblée. Alors, regardez, j'ai fait exprès de mettre les stagiaires, les apprentis et les travailleurs. Pour nous, c'est les stagiaires et les apprentis qui ont un âge entre 16 et 18 ans. Donc, si l'âge est compris entre 16 et 18 ans, donc ces travailleurs sont concernés et par la vaccination antidiphtérique antitétanique et en plus par la vaccination antipolio. Si l'âge est supérieur à 18 ans, ils ne sont concernés que par la vaccination antidiphtérique antitétanique adulte. Maintenant, on a vu l'administration, la voie d'administration. Pour la polio, c'est des gouttes, donc c'est sur la langue. On met 2 gouttes sur la langue, tout simplement, une seule fois. Pour le DT, c'est 2 doses à 1 mois d'intervalle et rappel tous les 10 ans. Donc, c'est 2 doses à 1 mois d'intervalle et un rappel tous les 10 ans. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. C'est clair? OK. Voilà. Donc là, c'est pareil. Hein. C'est sous forme de schématisation, c'est tout. Hein. Pardon, professeur. Oui, oui. Pour les gens qui ont été vaccinés, par exemple, au lycée, ils ont fait le schéma vaccinal de l'enfance et la dernière dose au lycée. Donc, le rappel, ce sera lorsqu'ils seront travailleurs. Par exemple, il sera dans 10 ans. Par exemple, il a fait sa dose à 17 ans, donc 27 ans. Est-ce qu'on fait 2 doses ou bien une seule dose? Une seule dose de rappel. Une seule dose. Une seule dose. D'ailleurs, votre intervention, elle est pertinente, Dr Tigercha, dans la mesure où la vaccination elle commence à la naissance. Après, c'est l'hygiène scolaire qui prend la relève. Après, comme vous l'avez dit, le lycée. Mais ce n'est pas tout le temps qu'on vaccine dans les lycées. Hein. Avant, oui, mais c'est les dernières années, pratiquement pas. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas dans tous les lycées. Après, nous, la médecine du travail prend la relève. Parce que, justement, vous avez très bien fait de l'avoir évoqué, quand la personne n'a pas été vaccinée, on dit il faut, quand la vaccination, elle date de moins de 10 ans, d'ailleurs je l'ai mis ici, le DT adulte, quand la vaccination date de moins de 10 ans, ne pas vacciner. Il faut juste faire le rappel tous les 10 ans. D'accord? D'accord. Voilà. Si la vaccination, elle date de plus de 10 ans, à ce moment-là, il faut faire les 2 doses à 1 mois d'intervalle, ensuite rappel tous les 10 ans. Voilà. De toute façon, vous avez répondu vous-même et c'est correct comme réponse.
Maintenant, la vaccination antituberculeuse. Vous savez très très bien qu'avant, il y a la vaccination antituberculeuse, et puis, nous, on est en train de parler au milieu professionnel. Hein. Il ne faut pas voir l'enfance et tout. Hein. Je parle au milieu professionnel. Avant 2003, vous savez, quand les travailleurs viennent pour la visite d'embauche, à l'examen, on pose la question et puis on recherche la cicatrice du BCG. Et quand on ne trouvait pas la cicatrice du BCG, on adressait le travailleur pour faire une IDR à la tuberculine, dans le DAT, dans le dispensaire antituberculeux. Et si elle est négative, on demandait à ce qu'il soit vacciné, même à un âge adulte. Mais en 2003, il y a eu l'apparition d'une instruction. D'ailleurs, cette instruction, elle a d'abord procédé au changement de la nomenclature des dispensaires antituberculeux, les DAT. Si vous avez constaté, Dr Tigersha, vous qui êtes à Mustapha à côté, on parle de l'UCTMR, n'est-ce pas? Il n'y a plus le DAT. Oui, oui. Vous êtes au-dessous de votre service, lisez la pancarte, c'est écrit UCTMR, l'unité de contrôle de la tuberculose et des maladies respiratoires. D'accord? L'UCTMR, c'est l'unité de contrôle de la tuberculose et des maladies respiratoires. Et puis, il n'y a plus d'indication de vacciner les travailleurs, c'est-à-dire à un âge adulte. Pourquoi? Tout simplement, parce que la vaccination, elle protège, elle prémunit contre les formes graves. C'est-à-dire la miliaire tuberculeuse et la méningite tuberculeuse. D'ailleurs, moi, comme je suis médecin expert auprès de la CNES, j'ai eu à traiter plusieurs fois, je dis bien plusieurs fois, des cas de tuberculose chez les médecins résidents, chez les internes. Il y a des médecins vaccinés qui ont la cicatrice du BCG et qui ont fait de la tuberculose. Donc, vous voyez bien qu'elle ne protège pas contre la tuberculose dans sa globalité. Nous sommes un pays de forte endémicité, c'est vrai, mais de toutes les façons, la vaccination ne protège pas contre la tuberculose maladie, elle protège contre les formes graves. Donc, il y a eu un consensus, on s'est dit, pourquoi vacciner les travailleurs? Bien sûr, là, on vaccine à la naissance, hein? Je ne parle pas des enfants, des nouveau-nés, je suis en train de parler des travailleurs. Sauf quand il y a la confirmation des cas de tuberculose pulmonaire, d'ailleurs, on a eu des cas dans les bases vie, au métro, à l'ERENAV, il y a eu des cas. Quand vous avez un cas de tuberculose pulmonaire chez un travailleur, à ce moment-là, il faut l'adresser à l'UCTMR. Pourquoi? De 1, pour qu'il bénéficie du traitement, de 2, pour bien sûr convoquer son entourage familial et professionnel et procéder au dépistage et l'éventuel traitement pour éviter la dissémination de la maladie. D'accord? C'est bon? Oui. Parfait. Voilà. Maintenant, la vaccination antigrippale. La grippe, bien sûr, c'est une maladie très contagieuse qui peut entraîner des épidémies nosocomiales. Nous, on parle du professionnel. Donc, quand on fait une grippe, de 1, on est absent. Donc, la vaccination antigrippale, là, c'est les vaccinations recommandées. Hein. Je suis passée aux vaccinations recommandées. Donc, vous avez la vaccination antigrippale, on la recommande parce qu'elle protège les travailleurs. Donc, elle leur évite, bien sûr, de s'absenter. Ils font moins de grippe. Donc, c'est l'apport, si vous voulez, de la vaccination antigrippale, c'est de lutter contre l'absentéisme. Ça, d'une part. Et d'autre part, surtout, limiter la dissémination avant tout du virus. Et là, bien sûr, surtout, réduire les maladies nosocomiales. Et vous savez, une grippe, elle peut être mortelle. Vous êtes d'accord quand un patient est déjà fragile, hospitalisé, opéré, si c'est quelqu'un qui a fait une septicémie, il fait une infection pulmonaire importante et vous rajoutez une grippe, quand même, vous augmentez le taux de mortalité par le biais de cette maladie. Donc, la vaccination antigrippale, elle n'est pas du tout obligatoire, elle est recommandée. D'ailleurs, il y a quelques années, on recevait très peu de doses. Tout le monde voulait se faire vacciner. Et je me rappelle, quand je m'occupais du CPMC, quand je suis dans le hall, quand l'automne commence, j'étais Madame Vaccin.
Docteur Aki, vous avez reçu le vaccin? J'étais harcelée en me posant la question est-ce que vous avez reçu le vaccin antigrippal? Est-ce que vous avez reçu le vaccin antigrippal? Et suite à la grippe H1N1, suite à l'épidémie forte qu'on a connue, les gens après, ils refusaient de se faire vacciner. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Ils refusaient parce qu'ils n'avaient plus confiance en ce vaccin. Et on a fini avec la grippe H1N1. On a eu, hélas, la malchance de voir apparaître cette pandémie qui a fait ravage dans le monde entier. Et là, bien sûr, donc il y a eu la naissance d'une autre vaccination, c'est la vaccination anti-Covid. Cette vaccination, bien sûr, elle n'est dans aucun pays obligatoire, même si on exige le pass sanitaire, mais elle n'est pas obligatoire. Elle n'a pas été rendue obligatoire. Vous savez pourquoi? Pourquoi ils ne se sont pas permis de la rendre obligatoire et d'exiger le pass sanitaire obligatoirement? Parce qu'il y a une incertitude sur l'efficacité. Très bien, docteur Chebini, parce qu'il n'y a pas assez de recul. C'est un nouveau vaccin. Donc là, il faut un recul pour voir les différentes étapes des études faites sur cette vaccination. Actuellement, on est à la 3e phase. D'accord? On est à la 3e phase. Tout le monde éloge son vaccin. Tout le monde trouve que son vaccin est efficace. Tout le monde préfère son vaccin, mais moi je vous dis, grand point d'interrogation. D'ailleurs, actuellement, on se pose mille et une questions. Vous n'avez qu'à voir les pays où le taux de vaccination est très élevé, notamment la Grande-Bretagne. Et vous voyez, il y a la Chine aussi qui a utilisé un bon nombre de vaccins. Et vous avez vu la catastrophe dans laquelle ils se retrouvent. Quand vous dites 500 000 cas de Covid jour, ma parole d'honneur, c'est pas rien, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et pourtant, ils ont une bonne partie de leur population a été vaccinée. Nous, de toute façon, c'est une vaccination recommandée à toutes les personnes exposées à la maladie. C'est vrai particulièrement les personnes âgées et vulnérables qui souffrent de maladies chroniques ou de comorbidités et le professionnel de la santé. Mais maintenant, elle est recommandée pour toute personne. D'accord? On veut toute personne, y compris, hélas, je dis hélas, parce que honnêtement, je suis contre, pas à 100%, mais à 1000% les enfants. Je suis contre la vaccination des enfants. Et je pense que vous comprenez le pourquoi de la chose. Moi, je considère que lorsque vous risquez de perturber la croissance de quelqu'un, quand vous êtes incertain sur les malfaits de cette vaccination, regardez le nombre de décès chez les sujets très jeunes suite à la vaccination dans le monde. C'est quand même pas rien. Et moi, honnêtement, on n'a pas, vous l'avez très bien dit, docteur Chebini, on n'a pas assez de recul, donc il faut rester prudent. C'est vrai que la vaccination a l'intérêt, c'est la dissémination, mais moi je vous dis, si par rapport à cette maladie, je me permets de le dire, c'est mon avis personnel et certains sont aussi de mon côté pour dire aussi, moi je suis de leur côté, la meilleure façon de se protéger, c'est le respect. C'est le respect des mesures barrières. Exactement, c'est le respect des mesures barrières. C'est ça qui est plus efficace que le vaccin, puisque même en étant vacciné, il y a la propagation de la maladie, parce qu'on peut attraper la Covid, c'est vrai, apparemment, on ne fait pas les formes graves, on n'arrive pas au décès, on enregistre moins de cas chez ceux qui sont vaccinés, mais il y a toujours possibilité d'une contamination. Qui dit contamination dit propagation, et par conséquent, le plus important, nous, l'intérêt majeur, on doit éviter la dissémination du virus. Comment éviter la dissémination? C'est en respectant les mesures barrières. Et là, bien sûr, je ne dis pas que la vaccination n'a pas d'intérêt, loin de là, je n'oserais jamais contredire tous ces scientifiques et chercheurs qui ont déployé des efforts, ils ont du mérite, quoi qu'il en soit. C'est un vaccin quand même qui permet de réduire les formes graves et les cas de décès. Nous, on leur fait confiance, c'est des scientifiques qui ont fait des recherches, qui sont en train de mener des études, et nous, on tient compte des conclusions auxquelles ils ont abouti. Donc la vaccination, elle permet de réduire les formes graves et les décès.
Maintenant, pour les zoonoses, bien sûr, actuellement en Algérie, aucune obligation légale. Donc, un éleveur d'animaux, un éleveur de bovins, le personnel des abattoirs et les vétérinaires, il n'y a pas d'obligation de vaccination contre les zoonoses, mais nous, ça reste des vaccinations qui sont recommandées, notamment pour la brucellose. Vous avez fait le cours sur les zoonoses. On vous a parlé des vaccinations? Docteur Bacha, elle vous a parlé des vaccinations? Normalement, oui. Oui. Donc là, Oui, vous avez la brucellose. Donc, bien sûr, sauf que la précaution, la prudence, il faut faire une IDR-OPS au phénol soluble. Avant d'administrer le vaccin, nous sommes tenus de faire une intradermoréaction au phénol soluble. Pourquoi? Le phénol soluble est une partie qui se trouve dans Brucella, abortus surtout, à travers lequel on a fabriqué le vaccin. Et vous savez, il y a des travailleurs qui ont fait la brucellose forme chronique. Donc, c'est des porteurs. Ils ont des brucellas dans leur corps qui sont en hibernation. Ils sont là. La maladie ne se manifeste pas, mais ils sont là. Donc, quand vous faites l'IDR-OPS, elle revient positive. Et si elle est positive, je dois m'abstenir de la vaccination. Là, je fais l'IDR-OPS. Si elle est négative, à ce moment-là, j'administre le vaccin. C'est-à-dire, c'est une preuve que le sujet n'a jamais été en contact avec Bruxelles. Si elle est positive, donc là, si j'administre le vaccin et je réveille la maladie. Le schéma, donc, c'est 2 injections à 15 jours d'intervalle, rappel tous les 2 ans. Vous avez la leptospirose également, qui est une maladie très grave. Parfois, le pronostic vital est mis en jeu, puisque surtout la forme ictéro-hémorragique. Et là, bien sûr, il y a un bon nombre de catégories de travailleurs qui sont concernés, les égoutiers, les travailleurs agricoles, les travailleurs des stations d'épuration d'eau, puisque les leptospires se retrouvent dans les urines des rats, des rongeurs, et particulièrement des rats. Et là, c'est une maladie qui peut être mortelle. Donc, le vaccin, je vais vous dire que chez nous en Algérie, il n'est pas disponible. Hein. Il y a toute une procédure pour l'avoir. Il faut que le ministère de la Santé donne son accord pour l'Institut Pasteur pour être sûr qu'il sera acheté et payé, et ainsi de suite. Le schéma, c'est 2 injections à 15 jours d'intervalle. Premier rappel 1 an et rappel tous les 2 ans. Et regardez la lourdeur du schéma. Maintenant, la carte de vaccination, c'est elle seule qui constitue une preuve de vaccination. Vous allez trouver un personnel de l'hôpital, un médecin, vous allez lui dire, vous êtes vacciné contre l'hépatite B, il va vous dire oui. Vous dites, donnez-moi la carte. C'est comme ça que vous pouvez confirmer. Est-ce que réellement il a été vacciné? Quand est-ce qu'il a été vacciné? C'est une pièce qui est très, très, très importante. Non seulement elle constitue une preuve de la vaccination, mais elle vous donne des renseignements précieux. Elle vous donne la date, le lieu de naissance, elle vous donne la profession, c'est très important. Elle vous donne aussi, ce qui est très important, cette carte de vaccination, c'est ces renseignements que nous avons. Donc, elle vous cite tous les vaccins qui sont obligatoires, et même pour ceux qui sont recommandés. Elle commence par les vaccins qui sont obligatoires, le DT adulte et polio oral. Donc là, vous avez le vaccin contre la diphtérie, l'antidiphtérie tétanique adulte et polio. Vous donnez la date, le numéro du lot, la signature et le cachet du médecin. Les autres vaccins, bien sûr, nous avons également la vaccination contre l'hépatite virale B quand il s'agit des travailleurs pour lesquels elle est obligatoire. Et tous les autres vaccins, l'anti-Covid, normalement, on pouvait le mettre sur cette carte de vaccination. Moi, à mon avis, à mon sens, ça fait foi. Mais bon, vous avez vu que c'est une carte spéciale. Et vous avez également, donc nous avons 2 documents qui sont obligatoires, c'est la carte de vaccination et le registre de vaccination, conformément, vous l'avez vu dans les documents obligatoirement établis par le médecin du travail, c'est donc l'arrêté du 16 octobre 2001 qui fixe ces documents, et nous avons parmi les documents les 5 registres, vous avez le registre de la vaccination. Et là, bien sûr, ce registre il a un intérêt majeur si il est bien tenu au niveau de tous les services, au niveau, pas au niveau de tous les services, je parle des services de médecine du travail. Donc, quand il est bien tenu, ça nous permet d'identifier tous les travailleurs qui ne sont pas
vaccinés ou bien qui n'ont pas bénéficié de leur rappel. Ce registre, il contient donc des renseignements importants: nom, prénom du travailleur, date de naissance, la profession, le statut vaccinal antérieur, la technique vaccinale, c'est-à-dire en intramusculaire, deltoïde, en sous-cutané, ça dépend, dose de l'injection vaccinale, date de vaccination et l'observation. L'observation, c'est-à-dire que là, on est, est-ce qu'il y a eu des effets secondaires, est-ce qu'il y a eu le point douloureux, est-ce qu'il y a eu un malaise, est-ce qu'il y a eu une réaction allergique, est-ce qu'il y a eu, pour reporter sur le registre et donner l'information au centre de pharmacovigilance. En conclusion, je dirais que la mise en œuvre d'un programme de vaccination doit faire l'objet d'un suivi continu. C'est très important. Il faut toujours mesurer la couverture vaccinale. Normalement, chaque année, on doit donner le taux de couverture pour voir comment se fait la progression. Mesurer l'efficacité vaccinale, il ne suffit pas de vacciner. Par exemple, contre l'hépatite virale B, il est très important d'évaluer la réponse immunitaire. Comme je vous l'ai dit, je recherche le taux d'anticorps anti-HBs. Quel est le taux protecteur? J'en ai pas parlé, dites-moi. Le taux est considéré comme étant protecteur. 10 unités. Combien? 10. Très bien, supérieur ou égal à 10 unités par millilitre. 10 unités par litre ou les 10 milliunités par millilitre. Soit milliunités par millilitre, soit unités par litre. Très bien. Ça permet de suivre les effets secondaires. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font pour maintenant la vaccination anti-Covid. Et vous avez la surveillance épidémiologique. C'est pour voir comment les choses évoluent, quel est le taux de participation de la population des travailleurs, on est chez les travailleurs, et ainsi de suite. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Pourquoi on appelle parfois dans un schéma de vaccination, on appelle parfois une dose alors qu'une autre fois on l'appelle un rappel? Alors, très bien, c'est une bonne question. Juste pour vous dire que la différence entre dose et rappel, c'est que quand on administre les doses, généralement les premières doses, on dit dose. Le rappel, c'est après. Parce que quand vous administrez déjà les 2 doses, et généralement à J0, quand on administre la première dose, il y a 0 taux d'anticorps. D'accord? La personne n'est pas immunisée. Oui. Parce que vous stimulez le système immunitaire, il est informé, les lymphocytes mémoire sont stimulés, elles ont enregistré le message, et quand vous administrez la deuxième dose, les lymphocytes mémoire vont transmettre le message, ils vont stimuler le système immunitaire, il y aura sécrétion des anticorps. D'accord? C'est après l'administration de la deuxième dose que vous allez identifier et repérer, si vous les diagnostiquez, les mettre en évidence, c'est le mot juste, mettre en évidence les anticorps anti la maladie, par exemple l'hépatite B, les anticorps anti-HBs. Donc, Après, donc il y a le taux d'anticorps, c'est sécrété, ils apparaissent dans le sang. D'accord? Si après avoir administré la première dose, d'ailleurs regardez, c'est le même principe pour la Covid. On vous exige, il faut faire les 2 doses. Si vous n'avez pas les 2 doses, on ne vous donne pas le pass sanitaire parce que vous n'êtes pas immunisé. Vous n'avez pas développé vos anticorps. D'accord? Et donc là, les doses, c'est pour vraiment faire apparaître, favoriser la réponse immunitaire et permettre la présence des anticorps anti-maladie dans le sang. Vous êtes protégé. Maintenant, ce taux d'anticorps, il a tendance, il atteint le maximum, c'était 0, ils sont sécrétés, ils augmentent, ça atteint le max, mais après, ils commencent à chuter, à descendre. Si vous ne faites pas un rappel pour remonter leur taux et les maintenir constants, ils vont chuter jusqu'à disparaître. Donc, on parle de rappel. Oui. Donc, si la dose est administrée après l'apparition des anticorps, on peut appeler cette dose un rappel. Généralement, quand... Ah oui, d'ailleurs, quand on dit un rappel, c'est-à-dire c'est pour restimuler de nouveau le système immunitaire pour permettre d'augmenter le taux d'anticorps pour qu'il soit constant, pour qu'il ne disparaisse pas.
C'est un réveil immunitaire. Voilà, on l'appelle aussi réveil immunitaire. Mais docteur Chubini, Oui. il ne faut pas que ça soit une préoccupation majeure. Quand vous dites, d'ailleurs le schéma de l'hépatite B dans l'arrêté, on ne dit pas dose et rappel, on dit le schéma 0-1-6. D'accord? Oui. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? D'abord sur la vaccination. J'ai pas réussi à Oui. trouver pendant la vague Covid et la vaccination. Il y a des articles qui disent qu'il ne faut jamais vacciner pendant la vague. Ah, des articles qui disent qu'il ne faut jamais vacciner pendant la vague, je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que pendant la vague, vous pouvez avoir été contaminé, vous n'êtes pas encore symptomatique, vous êtes dans la phase d'incubation. Et quand vous vaccinez, c'est pas bon. D'accord? C'est exactement le même principe que la brucellose. Vous portez le virus, on vous administre un virus, la réaction peut être dramatique. Maintenant, Est-ce qu'il y a des études qui prouvent cette relation? Comment? Est-ce qu'il y a des études qui prouvent que vacciner un sujet porteur ou un sujet malade peut aggraver la maladie? Docteur Chubini, Oui. honnêtement, hein, moi j'ai appris quelque chose. On peut déduire beaucoup de choses. On peut publier beaucoup de choses. D'accord? Je vais vous citer un exemple. Il y a un professeur en immunologie en Algérie qui a publié un article avec une grande certitude en disant que toutes les personnes, sur 501 personnes hospitalisées en réanimation, aucune d'entre elles n'était vaccinée. D'accord? Quelle est la conclusion qu'on peut tirer? C'est-à-dire que la vaccination, elle protège contre les formes graves. Oui. C'est ça. Mais au fait, compte tenu de la date, de l'intervalle de temps où ces patients étaient hospitalisés, il se trouve que le vaccin venait d'être introduit sur le marché algérien. Il venait d'être introduit en Algérie et n'ont été vaccinés pendant cette période que les professeurs chefs de service. Nous, au CPMC, quand on a commencé la vaccination, on avait reçu 20 doses, docteur Chubini. Oui. On avait reçu 20 doses et ces 20 doses ont servi aux profs chefs de service, les nouveaux et les anciens. Est-ce que ces personnes qui ont été vaccinées, les 500 et quelques personnes, hospitalisées au service de Réa, c'est normal qu'elles ne soient pas vaccinées. Parce Donc, que il a démarré l'étude avec une une absence totale d'une population vaccinée. Exactement. La population auquel avait droit au vaccin. Voilà. La liste était établie. D'abord, on a commencé par le personnel de santé. Et le personnel de santé, ce n'est pas les femmes de ménage et les infirmiers. C'était les profs chefs de service, je vous dis. Voilà. Je crois que j'ai répondu à votre question. Vous avez très bien compris. Oui. Donc, les études, vous savez, quand on vous donne une étude, d'ailleurs maintenant, regardez, on insiste sur les études, il y a des études scientifiques, il y a des publications scientifiques, il y a des publications qui sont faites par des sociétés savantes. Il faut tenir compte de ça. Quand c'est une société savante qui vous publie, à ce moment-là, vous tenez compte. Il y a la fiabilité et la classification des publications. La A, la B, la C, la D, revue indexée, pas indexée, et ainsi de suite. Maintenant, docteur Chubini, moi, ce que je vous conseille, c'est de retenir que la vaccination n'est pas obligatoire, elle est recommandée. Nous sommes en train de faire de la sensibilisation. Nous sommes en train de réaliser, de pratiquer cette vaccination
pour réduire la mortalité. Mais ceci, d'ailleurs, dès le début, on a cessé d'insister sur le respect des mesures barrières pour la COVID. Pour les autres maladies, maintenant, sachez que pour l'hépatite B, il y a la vaccination. Pour l'hépatite C, qui est plus grave que l'hépatite B, c'est vrai qu'elle est moins fréquente, mais elle est plus grave, aucun vaccin n'est disponible au jour d'aujourd'hui dans le monde entier. Et pourtant, mais c'est la raison pour laquelle on est tenu de respecter les mesures d'hygiène standards. D'accord? Parce que si on est vacciné contre la B, on n'est pas protégé contre la C. C'est pour ça qu'il faut respecter les mesures d'hygiène standards. Donc, dans le cadre des programmes de prévention des maladies infectieuses, la vaccination, c'est vrai que c'est une prévention active, spécifique, mais à elle seule, elle ne suffit pas. D'accord, oui. Alors, c'est bon? Oui. OK. D'autres questions, d'autres remarques? Non. Non? C'est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Est-ce que vous avez... Comment? Non? Non. Non, non, docteur Tigacha, non, c'est bon. Eh bien, alors, je ne sais pas, si vous voulez qu'on fasse une petite révision avant l'examen, il n'y a aucun problème. Oui. Vous voulez qu'on fasse une petite révision? Oui. Comment? Oui. Oui. Alors, vous voulez qu'on la fasse quand? On la fera par Google Meet, hein? Jeudi, oui. Dites-moi, docteur Tigacha, vous êtes à Alger ou vous êtes à Tizi? Je suis à Tizi. Vous êtes à Tizi? Vous habitez à Tizi, docteur Tigacha? Oui, j'habite à Tizi. Et vous venez à Mustapha? Non, j'habite ici en colocation. Ah, d'accord, ok. Alors maintenant, docteur Tigacha, vous voulez qu'on fasse la révision pour votre examen en présentiel ou en Google Meet? Ça sera mieux en Google Meet. Ok, parfait. Docteur Choubini, vous voulez qu'on fasse la révision en présentiel ou en Google Meet? Par Google Meet, je pense. Surtout avec le temps. Très bien, très bien. Moi aussi, je préfère Google Meet. Quel jour proposez-vous? Jeudi prochain. Jeudi soir. Jeudi soir, le week-end. Parce qu'on a le colloque, docteur Choubini. Quand vous voulez, professeur. Alors, entre le jeudi soir et le vendredi après-midi. Au-delà de 18h. Hein. Toujours entre 17h30 et 19h. C'est bon? D'accord. Oui, c'est bon. Peut-être, j'opterai plutôt peut-être pour le vendredi. D'accord. On fait vendredi? D'accord, oui. Oui, là, jeudi dans la soirée. Je vous dirai. Là, que vous êtes disponible, vous êtes à la maison. Oui. Je vous dirai. OK. Oui, si je ne serai pas trop fatiguée le jeudi, après le colloque, après, bon, aujourd'hui, là, je suis fatiguée, mais j'ai tenu quand même le coup. J'ai eu une réunion, je suis très, très, très fatiguée, mais maliche. Donc, soit jeudi soir, soit vendredi après-midi. C'est bon? D'accord. D'accord. On se fera une petite révision. Parfait. Très Merci. bonne soirée. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Et Merci à prenez soin vous. de vous et travaillez bien. Travaillez bien. Je veux que vous ayez de bonnes notes. Hein? Inch'Allah. Merci. Ok, allez, portez-vous bien. Au revoir.